Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce 19e épisode du Pince Crâne. On s'est réunis entre créateurs de contenu, on a loué un Airbnb, et on s'est amusé ensemble à faire des parties et à nous recorder autour de plusieurs sujets qui nous animaient. Vous pouvez retrouver tout le contenu du Pince Crâne sur diverses plateformes, iTunes, Deezer, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de notre contenu. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Magic C'est Chic, on fait diverses vidéos autour du commandeur. Alors sans plus attendre, on détape ses landes, on pioche, c'est parti. Rebonjour à vous, amoureuses et amoureux de Magic, je suis Nox et avec mes deux invités, on va discuter, analyser et débattre autour de notre jeu préféré. Salut les gars, comment vous allez ? Salut Nox, ça va bien et toi ? Et bonjour, ça roule. Bon, pour les auditeurs qui ne le savent pas, on est en direct de Secret Lair Story. On a loué tous ensemble un Airbnb afin de jouer et record des parties et du contenu autour de Magic. Mais est-ce que pour les quelques auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Ok, bah, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui me connaît, mais voilà. Moi, je suis Bandit. Je suis un créateur de contenu qui fait uniquement du Magic et des blagues, et qui pour le moment a fait un petit hiatus, mais c'est un gros plaisir d'être avec vous pour taper le carton. Et moi je suis Tony, co-créateur de la chaîne Magic C'est Chic. Et pour ceux qui nous suivent du coup, ou qui suivent cette chaîne depuis plusieurs années, vous avez peut-être remarqué que effectivement je suis un petit peu moins présent depuis 1 an maintenant, et c'est un petit peu pour ça qu'on est peut-être là autour de cette table, Nox. Et oui, tout à fait. Dans cet épisode-ci, on va essayer un peu de se mettre dans la peau de philosophe, et on va parler de Magic, ce jeu monde qui prend énormément de place au final dans nos vies, dans nos têtes, dans nos cœurs. Et on va refaire une rétrospective. Et dans nos portefeuilles. On va faire une petite rétrospective de comment on en est arrivé à Magic, à quel point ça nous impacte aujourd'hui, et comment on peut l'organiser un petit peu dans notre vie. C'est un très beau programme. Est-ce que vous me parleriez un peu plus de vous ? Comment vous avez commencé Magic ? Comment vous êtes lancé ? Qu'est-ce qui vous a fait accrocher à cet univers ? Moi, je propose de commencer, parce que je vais avoir l'air super ridicule après ton histoire fournie autour de ce jeu, alors que la mienne est vraiment... genre, elle tient sur une feuille, quoi. En gros, moi, je jouais à Magic quand j'étais vraiment gamin. Donc, c'était l'époque, pour ceux qui ne l'ont pas connu, donc je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, parce que je peux le dire maintenant que je suis un peu plus âgé. Je parle de la belle époque des cybercafés et tout ça. Donc je sais pas si vous vous souvenez un peu de cette époque. Ouais, non, mais moi plutôt époque Starcraft. Ah d'accord, ok. Duke Nukem, L'époque d'avant, tu vois, on joue encore avec Duke Nukem en LAN, quoi. On lançait Duke Nukem sur MS-DOS. Mais non, ça c'était quand même un peu avant. Et du coup, je sais pas, ouais, il y avait... moi j'étais en première secondaire en Belgique, donc ça équivaut à votre... c'est la première année après la petite école, enfin genre t'as 12 ans. 12 ans, c'est la 6e. Ouais, voilà, en 6e. Et du coup, bon, moi j'ai toujours été un enfant plutôt réservé, plutôt en retrait. Et en fait, il y avait d'autres enfants qui étaient plutôt réservés, plutôt en retrait, et qui jouaient avec des cartes. Et du coup, c'est comme ça, j'ai commencé à jouer avec eux, on faisait des petits tournois le midi et tout, mais rien de bien folichon, quoi. J'avais, tu sais, mes decks étaient tous éclatés, enfin, j'ai des decks classeurs, des trucs comme ça. Et du coup, bon, je suis passé à autre chose, quoi, quand j'ai décidé de devenir un partenaire sexuel potentiel, quoi. Du coup, je me suis dit, c'est peut-être pas le bon plan de mettre toute mon énergie là-dedans. Et puis, au final... j'ai fait un peu de jeux vidéo et tout, et il se fait qu'il y a, je crois que c'était en 2019, je joue à World of Warcraft, et il y a quelqu'un de ma guilde qui m'a dit « Waouh, Magic, ils ont lancé un nouveau jeu, qui était Magic Arena. » Et là, vraiment, gros shoot de nostalgie et d'héroïne, quoi, presque, enfin, complètement retombé dedans. Et par la même occasion, du coup, moi, j'avais envie de créer du contenu, j'avais cette envie depuis très longtemps en moi, et j'arrivais pas à trouver, tu sais, j'écrivais des projets sur des bouts de papier et tout, et là pour le stream j'ai dit bah vas-y, je vais faire du stream Magic, en fait j'aime bien, et j'ai commencé à faire ça, et puis j'ai un peu développé le côté un peu plus créatif et tout, de la création de contenu, et j'ai trop kiffé. Mais donc je suis vraiment ce qu'on pourrait appeler un joueur Arena, quoi. Enfin je suis vraiment je suis la génération Arena malgré mes 37 ans, quoi. Ok, et quel aspect vraiment de Magic t'a accroché ?
Ben, c'est multiple, tu vois. Moi, déjà, Magic, quand j'étais gamin, je regardais les cartes. Je me perdais dans les illus, dans les univers. Tu vois, c'est un truc qui me parlait beaucoup. J'ai toujours été très sensible à l'heroic fantasy et tout. Donc, il y a ça. Beaucoup moins l'aspect jeu, en fait, moi, au final. Tu vois, genre, le système de jeu, il est cool, mais le plaisir que le système de jeu me rapporte, je peux le retrouver dans plein d'autres jeux, en fait. Surtout aujourd'hui, mais ce que j'aime vraiment à Magic, c'est justement l'ensemble du système de jeu, des illus, de l'ambiance, du fluff, et alors surtout moi en tant que créateur de contenu, en fait, ce qui m'a marqué dans Magic, c'est la communauté, en fait, et notamment la communauté des créateurs de contenu, que j'ai trouvé tout de suite hyper ouverte et tout. Enfin, il y a des gens comme ValetPL, par exemple, tu vois, quand j'ai commencé, qui m'ont soutenu, tu vois, alors que je sortais de nulle part et tout, qui m'ont aidé à être mis en avant et tout, et j'ai pas l'impression que ça existe aussi fort dans d'autres jeux qui prennent de la place aujourd'hui dans l'univers médiatique, Twitch et tout, tu vois, comme des League of Legends ou quoi, où c'est vraiment la loi du plus fort, que le meilleur gagne et tout. Et dans Magic, je l'ai beaucoup moins ressenti, et je crois que ça m'a loqué, quoi, par contre. Vraiment, loqué. Voilà, je vois, c'était un peu nul, enfin, comme histoire, c'est un peu bref, mais je peux parler pendant des heures de quelque chose de très bref. Du coup, Tony, je pense que c'est ton moment, quoi. Ah non, mais en fait, c'est drôle parce que je connaissais pas spécialement ton histoire ou comment t'es rentré dans Magic, et au final, c'est très similaire. Moi, celle que je vais raconter, je vais essayer d'être plus bref, du coup, vu que c'est un petit peu redondant, mais pareil, c'était 12 ans, donc 6ème, on arrive au collège. Alors moi, il y avait juste la vague Pokémon avant, fin de CM1, CM2 et tout, et du coup, Pokémon, c'était un peu le truc pour gamins dans la cour de l'école. Et on se retrouve avec les grands qui jouent à Magic. Pareil, les grands qui sont un petit peu introvertis et tout ça. Donc ils prenaient quand même quelques cailloux dans la cour de récré. Mais toujours est-il que c'était kiffant pour nous. Donc on s'est lancé là-dedans avec, moi l'époque c'était 7ème édition, Odyssée. Donc ce moment-là. Et puis en fait ce qui est intéressant aussi dans Magic, c'est que j'ai côtoyé beaucoup de gens qui ont commencé, qui ont arrêté, qui ont repris, qui ont re-arrêté, qui ont repris. Et en fait, ce qui fait que tu y reviens aussi parfois, c'est que ça te rappelle plein de moments de ta vie bien bien précis. Et entre-temps, t'as arrêté pour faire plein d'autres choses. Soit tu voulais devenir un partenaire sexuel potentiel. J'ai raté, hein, spoiler. T'as raté ? Bon, bah après, moi je suis parti dans la musique aussi, tu vois. Donc chacun son but. Et les jeux vidéo, forcément aussi, mais tout est lié. Et ce qui est drôle surtout pour moi, c'est que là où toi c'est la sortie d'Arena qui t'a fait rentrer, moi c'est la sortie de Hearthstone par Blizzard, parce que pareil j'étais un gros joueur de jeux vidéo, et en fait avec tous mes potes on est tombé dans la bêta de Hearthstone, et après l'avoir poncé, j'ai dit à mes potes, bah en fait Hearthstone c'est cool, mais il y a un jeu qui s'appelle Magic et c'est encore mieux, quoi. Et du coup je les ai tous mis dans Magic, et ça c'était au moment de Theros, donc bien des années plus tard. Et à partir de là, bon, mes potes ont joué un petit peu et puis ils ont arrêté parce qu'ils sont passés à autre chose. Et moi, je suis resté loqué dedans. Et ce qui m'a loqué cette fois-là, c'était plutôt l'histoire. Parce que j'ai jamais été un joueur trop compétitif. Donc moi, c'était surtout le fait, un petit peu comme toi, le gathering en fait, hein, de Magic, jouer avec des potes, boire des bières autour d'une table, passer des soirées comme ça. Et donc c'est cet aspect-là que j'ai trouvé vraiment super cool dans Magic, super récompensant. Et l'histoire derrière qui m'a porté sur l'idée de lancer la chaîne Magic C'est Chic, où je me suis rendu compte que en écoutant beaucoup de podcasts à l'époque, que il y avait rien en français en fait. Et du coup je me suis dit bah voilà, il faut faire vivre cette communauté et tout ça. Il y avait quelques créateurs à ce moment-là, mais vu qu'il n'y avait pas encore Arena, c'était très très limité. Donc on s'est lancé dans surtout raconter le lore et puis rendre Magic plus accessible, qui je pense aussi est un point qu'on va pouvoir aborder ce soir. C'est comment est-ce qu'on re-rentre dans Magic, ou comment est-ce qu'on rentre dans Magic, puisque Magic était très différent déjà il y a quelques années par rapport à ce qu'il est maintenant. Et voilà mon petit parcours. C'est rigolo que ça soit ça qui vous ait alpagué à Magic, parce que de mon côté, c'est vraiment le côté mécanique, aussi l'aspect mature comparé aux autres TCG, que ça soit sur les illustrations et tout ça. J'aime bien les vieilles éditions avec le côté un peu dark fantasy et tout ça, c'est quelque chose vraiment qui m'a happé. Mais il y a vraiment aussi le côté mécanique et synergie que je trouvais vraiment sympathique sans être hyper exponentiel comme peut l'être Yu-Gi-Oh par exemple. C'est-à-dire que pour moi l'exemple type c'est vraiment les Slivoïdes, où y en a un qui partage toutes ses capacités avec les autres, et en fait ta carte plus ta carte, en fait c'est une puissance de 4 cartes au lieu d'en avoir une puissance de 2, et ainsi de suite. Cet aspect là de Magic m'a vraiment vraiment plu, et aussi tout le délire autour de la color pie, que chaque couleur en fait est son identité, ses propres mécaniques, mais aussi entre guillemets
une mentalité et un idéal. Et le fait que aussi ces combinaisons de couleurs-là soient des nouvelles mentalités, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a happé à Magic. Mais moi, je dirais qu'il y a deux trucs qui... Enfin, tu vois, il y a deux époques, en fait. Il y a deux happages différents, si je veux inventer des mots. Moi, je me souviens, par exemple, tu vois, les cartes qui me donnent le plus de sentiments de nostalgie, c'est les vieilles cartes blanches. Tu vois, genre les cercles de protection noirs et tout. Quand je les vois, j'ai un truc, tu vois, en moi, comme quand je revois une ancienne école, quoi. Enfin, tu vois, un truc très fort. Et par contre, pour l'aspect mécanique, c'est sûr que moi, j'ai basé toute ma création de contenu sur justement comment je peux aller tordre les mécaniques pour faire de la merde avec. Et donc, effectivement, que ça m'a... Enfin, c'est infini, en fait. Enfin, après, ça dépend. Je trouve que plus le play design fait bien son boulot, plus c'est dur que ce soit infini. Et que c'est vite limité. J'ai l'impression, justement, que sur les derniers sets de construits, il y a vraiment cette logique en fait, ils construisent X decks, et puis ils les mettent ensemble, et ça fait un format. Enfin, tu vois, j'ai vraiment ce sentiment-là, alors que je l'avais beaucoup moins. C'est peut-être parce que ma connaissance du jeu s'est améliorée aussi. Et ça, il faut pas. Peut-être que je voyais pas ça avant. Puis Internet, le net decking, ces choses-là. Ouais, il y a ça, ouais, non, il y a ça. Mais quand j'ai repris en 2019, moi, j'avais l'impression, quand je montais un deck, que j'étais le mec le plus intelligent de la Terre. Et tu vois, sans me rendre compte qu'il y avait, je sais pas, probablement 1 million de personnes qui avaient déjà fait ce truc, en fait. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que les cartes sur Arena, il y en avait une infinité, en fait. Et j'avais pas encore limite cette notion de bloc, de format, je la comprenais pas, tu vois. Et ça, c'était... Et je pense que oui, il y a une certaine lassitude. En fait, c'est comme tout, plus t'apprends quelque chose, plus tu le maîtrises. Bah, en fait, tu perds l'aspect découverte, en fait. Ouais, c'est ça. T'es ce qu'on appelle dans le milieu un Johnny. Est-ce que tu sais ce que c'est? Et alors, oui, je suis un Johnny Combo, ouais. Complètement, ouais. Moi, j'aime bien ça, hein, mais c'est le plaisir aussi, j'aime bien... Alors, c'est marrant, parce qu'on vient de faire une game de Commander et jouer Stacks, et donc je vois que Tony me fusille du regard en disant « Ouais, c'est ça le mytho, là. T'aimes bien qu'on fasse rien, ouais. » Non, oui, j'aime bien faire des trucs un peu débiles, mais je pense que c'est un plaisir aussi de... J'ai l'impression que à Magic, peu importe le combo de 2 cartes que t'assembles, t'as l'impression que t'es vraiment smart, quoi. C'est super intéressant. Bah, c'est hyper récompensant et donc gratifiant aussi. En fait. C'est ça. Ouais. Il y a cet aspect-là dans Magic. Je me rends pas bien compte à quel point il existe ailleurs, mais le fait qu'on puisse personnaliser son deck, je pense notamment vraiment au Commander, où il y a une partie d'expression de soi, en fait. Tout à fait. Ouais, à fond. Ouais. Et ça peut à la fois se faire à travers choisir les illustrations qu'on préfère, faire altérer sa carte par exemple, toutes ces petites choses, tout ce petit custom qui fait que en fait c'est ton deck et pas celui d'un autre au final. Oui, c'est ça. Bêtement, sans aller jusqu'à altérer les cartes, les sleeves que tu vas choisir, le playmat, tu vois, les dés, tu t'éclates en fait à faire ça. Non, c'est sûr. Après, je pense que c'est surtout, je trouve que tu ressens plus la personnalité des gens dans les decks qu'ils aiment jouer que dans les sleeves qu'ils choisissent. Mais ouais, effectivement, il y a une grosse part de ça. Et je pense que c'est aussi ça le succès de Magic, c'est le fait que... Enfin, j'ai pas envie de faire un podcast sur la gloire à Magic. Je pense que le jeu a ses défauts aussi, mais je crois que ce qui fait le succès en fait du jeu, c'est que c'est un jeu... tu peux t'en emparer en fait de ce jeu. Ouais. Voilà. Comme dirait McDo, sponsor de ce podcast. Voilà. Oh là là. Attention. Venez comme vous êtes. J'ai les yeux laser. Ouais, je vois ça. Non, et c'est intéressant de fou. Ouais. Ok. Magic, c'est aussi un jeu qui est envahissant, très envahissant. En tout cas, chez moi, ça prend une grande partie de mon espace mental déjà. Parce qu'il y a les nouvelles sorties qui sont de plus en plus récurrentes, les mécaniques, mon envie de build qui est insatiable. Comment vous vivez cette expérience? En fait, moi maintenant avec le recul, je la compare un petit peu aux jeux vidéo compétitifs ou multijoueurs, dans le sens où je sais pas si tu vas vouloir vraiment t'éclater à jouer à Overwatch, Call of Duty, trucs comme ça, t'as besoin d'y passer énormément de temps. Sinon, tu vas te faire dépasser soit par tes potes, et du coup, tu vas être en décalage avec eux, même si tu veux rester dans du casu, mais quand même. Ou alors, toi-même, tu vas te frustrer parce que tu seras pas au même niveau que tes potes. Mais même si tu veux aller creuser dans le côté compétitif, parce que c'est un énorme pan de Magic aussi, le fait d'être meilleur que les autres, d'être plus intelligent que les autres, d'une certaine manière, tu vas devoir grinder, en fait, tout simplement, et donc passer beaucoup de temps. Du coup, moi, c'est pour ça que je le compare pas mal aux jeux vidéo. Et c'est ce qui fait que aussi j'évite maintenant les jeux vidéo multijoueurs compétitifs et que je me ressente sur les jeux solo parce que j'ai plus trop le temps et l'espace mental aussi. Tu
parce que tu as le taf, tu as une vie à côté, donc tu as du temps, mais tu as aussi de l'énergie mentale que tu vas pouvoir attribuer à ça, passer du temps pour builder tes decks. Mais si tu n'as pas le temps de builder tes decks, ça veut dire que tu n'as pas le temps de les jouer parce qu'ils n'existent pas, tu les as pas créés. Et du coup, tu as un amoncellement, je pense, de mini-frustrations qui au final te font dire ok, c'est peut-être mieux que je m'arrête complètement de jouer ou alors que j'accepte de plus pouvoir jouer autant qu'avant. Je sais pas ce que t'en penses, Bandy. Je suis 100% d'accord. Après, moi, c'est encore assez particulier parce que au final, ma reprise de Magic coïncide avec la création de contenu. Et donc, j'ai jamais envisagé Magic sans créer du contenu sur Magic. Du coup, je me mettais une pression qui était encore plus grande parce que surtout, moi, par exemple, mon but, c'était voilà, je fais du Arena en best of one. Je streamais 3 fois par semaine, j'avais 2 vidéos YouTube par semaine, et le but c'était chaque fois d'avoir un deck débile, donc 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine en stream. Et du coup, je me mettais une pression de singe pour aller chercher, pour aller faire un peu le Reader Digest, comme on dit, et d'aller trouver les decks marrants, ou alors d'essayer de les builder. Et en fait, ça devenait très compliqué. En fait, je n'arrivais plus à suivre. Et alors, il y a cette peur de, quand tu crées du contenu, tu ne vaux que ta dernière vidéo. Enfin, tu vois, il y a que ta dernière vidéo qui compte. Et chaque fois, tu recommences à zéro. Et donc, il y a cette peur de pas être au niveau et tout. Donc, moi, le moment où, en fait, j'ai vachement stoppé Magic, là, à partir, on va dire, j'ai commencé à me démotiver à la sortie de Strixhaven. Le set ne me parlait pas du tout. D&D, j'ai pas trop accroché non plus. Les deux Innistrad, vraiment, c'était pas du tout ma cam. Enfin, je sais pas. J'ai pas accroché. Avec le prisme d'Arena. Avec le prisme d'Arena. Par contre, sur le côté, je continue à classer une petite carte, mon commandeur, et à pouvoir aller essayer de faire des tables avec des potes quand je peux, mais c'est très très rare. Donc là, moi, ça me fait super plaisir d'être avec vous, parce que ça me permet de jouer, en fait. Parce que, moi, je regarde mes decks, en fait. D'accord. Mais du coup, ouais, effectivement, moi, j'ai un peu... et j'ai fort ressenti ce dont tu parles, c'est-à-dire que tu fais un pas de côté, et en fait, tu te sens complètement largué. Et en fait, et tu le sens même dans la façon dont tu joues, la façon dont tu séquences tes plays, que t'as déjà perdu, quoi. En 3 mois de jeu, c'est mort, quoi. C'est pas du tout comme le vélo Magic, quoi. Ça s'oublie vraiment vite. Et du coup, ouais, ça prend beaucoup de place. Ok. J'imagine que être toujours sur la nouveauté, sur Magic Arena, ça consomme beaucoup de ressources, surtout quand on connaît le modèle économique de Magic Arena. Tu parles des ressources financières ? Oui. Ouais. Ouais, mais moi j'ai fait l'exercice là quand j'ai commencé mon hiatus là, j'ai sorti un peu la tête du guidon, j'ai fait un petit Excel où j'ai compté en fait combien j'avais dépensé dans Arena, combien j'avais gagné en fait, enfin gagné c'est un grand mot parce que j'ai pas gagné d'argent, j'en ai perdu par rapport au stream, et combien j'avais investi et tout dedans. Et en fait, je vais pas dire combien j'ai investi, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont dire mais il est trop con en fait, il aurait pu, je sais pas, acheter quelque chose de beaucoup plus cool. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est que la création de contenu, en tout cas en 2 ans, a généré, tu vois, 6 000 €. Et il y a quasi 3 000 € qui sont partis dans Arena. Je sais pas si tu te rends compte du truc en 2 ans. Ouais, je m'en rends compte. Donc en gros, et ça c'est d'ailleurs un truc que je comprends pas, comment Wizard of the Coast ne soutient pas les créateurs de contenu en termes de gemmes en fait dans le jeu. Parce que ça leur coûte rien de créer des gemmes. Et en fait, nous, on fait une activité de créateur de contenu qui nous rémunère pour faire de la pub pour leur jeu. On fait de la pub pour le jeu. Hein. Moi, quand je fais un deck de merde, y a des gens qui dépensent des wildcards pour ce deck. Mais en même temps, on leur reverse en fait la moitié. Tu sais, un peu comme dans les entreprises au 19e siècle, où ils payaient les ouvriers avec des bons valables dans le magasin de l'usine, tu vois. C'est vraiment... et moi, ça, c'est un truc que j'ai un peu du mal. Et effectivement, je pense qu'il y a une vraie grosse pression économique sur le joueur aujourd'hui de la part de Wizard, qui est quand même... ouais, mais bon, c'est peut-être pas Wizard, il y a Hasbro et tout. C'est comme ça que le monde tourne, mais ouais, il y a une grosse pression. Alors du coup de mon côté, j'ai pas du tout joué à Arena, parce qu'encore une fois, pour moi c'est un jeu vidéo, c'est de la compétition, j'avais pas le temps. Et Magic pour moi c'est vraiment que du gathering, donc du Commander aussi, puisqu'en standard, moderne et tout, c'est impossible de suivre, pareil si t'es pas un minimum à fond là-dedans. Et du coup, la notion financière pour moi, elle est presque au niveau 0 maintenant, c'est-à-dire que y a un moment où je buildais un petit peu des decks Commander, je m'achetais des cartes pour pouvoir jouer un petit peu en tournoi ou sur des grands prix, mais vu que je le fais plus et que je joue qu'avec mes potes, je fais que des proxys, et du coup Magic ça ne me coûte plus d'argent, parce qu'en fait je vois plus l'intérêt de claquer 300 balles pour avoir un bout de carton que je vais poser, et en fait qu'il soit vrai ou faux, mes potes ils en ont rien à faire. Et du coup maintenant je suis vraiment plus dans tout le monde fait les proxys, on joue les cartes qu'on veut, on s'embête plus avec la notion financière pour pas qu'il y ait de barrière à ce niveau là pour jouer entre amis. Ouais, la finance c'est un aspect... pour moi, c'est une grosse épingle de Magic, parce que je suis pour que le jeu soit le plus ouvert au maximum de gens,
Et cette barrière du prix, en fait, moi ça me dérange vraiment parce que du coup c'est pas accessible pour tout le monde. Je rêve d'un monde où en fait les cartes sont plafonnées, ou en tout cas pour leur version de base, hein. C'est-à-dire je parle pas nécessairement du foil ou des versions alternatives, mais quand en fait pour être à jour dans un format, il faut commencer à payer 80 € pour un Ragavan. En fait il t'en faut un carré ou juste 3. 90. Voilà, en fait ça ferme l'accessibilité du jeu. Ouais, 100% d'accord. Je trouve ça dommage. Alors si Wizard fait ça, a priori je pense qu'ils savent à peu près ce qu'ils font. Ça reste quand même du marché secondaire. Alors ils disent qu'ils n'en tiennent pas compte, mais bon... Évidemment qu'ils en tiennent compte. Ils ne le soutiennent pas, mais quand ils font des secrets de l'air, les prix sont quand même vachement alignés sur ceux du marché secondaire. Étrangement alignés. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas le rendre officiel, ce marché secondaire, parce que sinon, ça devient un jeu de... Un jeu d'argent, ouais, exactement. Bien sûr. Je comprends ce truc-là. Alors après, tu sais, j'aime bien refaire le monde, et je me dis, ben voilà, sur les versions de base, une fois qu'elles passent à un certain prix sur le marché secondaire, qu'ils l'admettent ou qu'ils l'admettent pas, peu importe, qui force un reprint, pas des versions alternatives qui pas pour casser le marché, quoi. En gros, vraiment des versions de base non foil. Bon ben voilà, cette carte a atteint, elle est inaccessible. On va faire un From the Vault spécial moderne avec des staples du moderne dedans. On va le vendre à un prix où on va gagner de l'argent. Derrière, ça va ouvrir notre format et il y a plus de gens qui vont y jouer. Je sais pas si c'est la bonne technique économique. T'as leur technique des Secret Lair. On pourrait très très bien imaginer exactement le même système que les Secret Lair, où en fait t'as un site avec les cartes, tu vois, un peu comme quand on était gamin, les albums Panini, en fait quand tu le terminais pas, tu pouvais acheter ceux qui te manquaient sur le site, tu les commandais et tu les recevais. Ils pourraient faire ça, mais je pense que c'est pas du tout de leur intérêt. Mais moi j'aimerais bien revenir sur le fait que tu dis que c'est un jeu qui coûte cher. Et on en avait parlé avec Bambi dans la fois précédente dans laquelle... dans ta dernière intervention. On en avait parlé dans la dernière intervention, que je me suis complètement embourbé là sur cette phrase. Mais bon, bref, c'est que je pense pas que Magic soit un jeu. Je pense que Magic, c'est des jeux. Et en fait, et je le disais, et c'est un truc que je disais, c'est que quand tu joues à Magic, en fait, tu dois choisir ce que tu fais. Et j'avais dit cette phrase que je signe encore, et je la signe 3 fois. C'est, moi par exemple, je peux pas partir au ski et à la mer chaque année. Je dois choisir. Et je pense que le problème qu'on a quand on crée du contenu, c'est qu'on est très engagé dans le jeu, et du coup on a envie d'être au fait de tous les formats. Mais il y a un moment, si tu fais du moderne, tu te consacres au moderne parce que tu vas pendant 2 ans tu vas galérer parce que tu vas devoir économiser pour tes fetch et tout, mais après tu les auras, et une fois que tu as les fetch, bon, à part les cartes une fois de temps en temps qui partent en couille comme Ragavan, il y a moyen d'avoir des decks qui sont acceptables, mais tu te focalises dans le format. Nous on fait du Commander, qui est je pense le pire format d'un point de vue financier si tu fais pas de proxy, puisqu'en fait tout ce qui sort comme produit peut rentrer dans le Commander. Donc le côté un peu, tu vois, pression comme ça, mercantile de Wizard, quand tu fais du standard, en fait, bah oui, t'as les trucs du standard. Quand t'es un joueur, en fait, comme je pense la plupart des joueurs, c'est-à-dire un mec qui attend les AP, il va faire sa petite AP, il fait son draft, et après il rentre chez lui, il pense plus à Magic. J'en ai rencontré beaucoup en boutique. Ouais, bien sûr, en boutique. Honnêtement, la pression financière, c'est 30 balles par mois, en fait. 30 balles tous les 3 mois, c'est ça, tous les 2 mois. Donc c'est pas non plus un jeu... cher, je pense que c'est un jeu dans lequel tu peux mettre l'argent que tu as envie de mettre. Et c'est vrai, hein, non, mais il y a des passe-temps beaucoup plus chers. Je suis plus mitigé. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, c'est pas le prix de commencer à jouer à Magic, c'est pas ce qui coûte cher, que ça soit à travers un préconstruit ou une AP, comme tu disais. C'est améliorer son deck qui coûte cher. Et ça, peu importe le format. Si tu choisis effectivement de grinder un format, ça va te coûter de l'argent, et si en plus tu veux t'actualiser dessus, ça va être juste infini. Même si tu choisis de prendre un préconstruit et au final de t'adapter ne serait-ce que à ton LGS, tu es obligé de réinvestir de l'argent. Ouais, probablement. Et moi j'ai pas trop cette expérience d'LGS, donc je vous fais 100% confiance et je vous crois. Mais en fait, il y a le fait de créer des cartes avec un fort power level, ça fait un appel d'air qui fait que t'as envie d'améliorer ton deck, en fait. Et en fait, comme la carte, il y a une carte qui est meilleure que celle qui est sortie il y a 4 ans, qui rentre parfaitement dans ton deck et tout, mais tu la veux. Mais ça, c'est le système même du TCG qui fait comme ça. Ça marche pour tous les TCG, en fait, c'est les échelles de valeur qui sont... Alors, actuellement,
tous les CG papier, c'est à peu près ça, hein, que ça soit Pokémon ou Yu-Gi-Oh, les cartes commencent à valoir vraiment quelque chose. Il y a vraiment un effet de mode. Mais qu'est-ce qui fondamentalement empêche Wizard de rendre ce jeu plus accessible, ou en tout cas de plafonner le prix des cartes? Bon, bah, c'est, Le capitalisme. Oui, le capitalisme. On en revient toujours là, hein, il y a un moment, en fait, on arrête les podcasts sur Magic, on va parler du capitalisme, parce que c'est vrai, mais non, mais... C'est à peu près ça. Est-ce que Mais ce serait pas ça le problème? voilà, pour moi, c'est un idéal, et c'est un Magic abordable. C'est vraiment pour moi un idéal. En tout cas, plus abordable, qu'on puisse s'investir dans cette passion sans au final devoir choisir entre payer son loyer, nourrir ses gosses et jouer au jeu que t'aimes. Parce que c'est ça que la question que même moi je me pose au final. Il y a une nouvelle édition. Est-ce que je fais mes choix d'adulte ou est-ce que je fais mes choix de passionné? Et je trouve ça... Moi, ça me brise le cœur de choisir ça, tu vois. Je me pose pas la question. Tu vois, bon, il y a un investissement hein, quand tu vas faire du foot, de l'escalade, tu vois. Faut payer, hein. Je dis pas le contraire. Mais là j'ai cette impression, peut-être erronée, hein, d'avoir un couteau sous la gorge. Et je suis passionné et en fait, le plafond est hyper haut. Et donc, du coup, je fais des choix qui me brisent un peu, quoi. Ouais, et t'as des investissements, en fait, finalement, enfin, là, je parle vraiment comme un connard de droite, je suis désolé, tu as des heures. Mais ce que je veux dire par là, c'est... Je pense que l'impression, elle est renforcée par le fait que, ok, t'achètes une boîte, mais tu sais pas l'extension qui va sortir après, si, en fait, la carte que t'as chopée, elle va être complètement... annulée. Bancale, quoi. Donc, obsolète, ouais. Ouais, et donc ça, j'avoue que ça, c'est... Et je trouve que c'est un des trucs que le commandeur a tendance à lisser, je trouve justement, moi, parce que globalement, là, moi je ramenais 4 decks dans ce week-end, enfin, avec 2 précos. C'est des decks que voilà, j'ai monté. Bon, oui, je pourrais mettre un bossé de joue dedans, enfin, tu vois, mais j'en ai pas besoin. En fait, le deck qui tourne, il m'amuse. Et puis, C'est là où justement ton point, je pense, qui dit que le commandeur c'est le format le plus cher. J'aurais tendance à pas être d'accord parce qu'en fait, il y a tellement peu de cartes du standard, par exemple, tous les 3 mois qui vont rentrer dans un de tes decks. Alors, à moins que tu aies 70 decks et que du coup, tu auras toujours au moins une trentaine de cartes que tu vas vouloir rentrer. Mais sinon, à chaque extension, généralement, un joueur de commandeur, il va peut-être en prendre 2, 3, 4 et qui va rentrer dans son deck. Du coup, je trouve pas que ce soit le format le plus cher. Mais l'investissement de base pour jouer en commandeur, si tu veux vraiment tu vois, avoir tes bilans et tout... Ah oui, mais là déjà on a un autre palier. Et je pense que je suis pas sûr, mais je réécouterai le podcast et peut-être que j'ai dit ça, mais j'avais l'impression que je voulais plutôt dire que c'était le format qui te met le plus de pression financière, dans le sens pas le plus cher, mais celui où tu as le plus tendance à devoir tout le temps être au courant et potentiellement devoir mettre un petit billet par là, par-ci pour pouvoir améliorer ton deck. J'ai pas cette impression-là. Mais mais après, je suis très débutant dans le format. J'ai un peu plus cette impression-là avec... des formats avec des vrais metagames où vraiment tu dois suivre la méta. Pour le peu, il y a un deck qui perf et en fait la carte de side qui passe ce deck qui perf, elle prend un spike à 30 balles. Je pense que le moderne est vraiment... C'est la violence. Hein, vraiment violent standard là aussi, maintenant. hein. Avec, le standard aussi, mais dans une moindre mesure. Mais voilà, pour moi ce palier... voilà, le palier financier est très haut pour améliorer ses decks, peu importe le format. Ça me dérange un peu... je pense que excuse-moi. Non, c'est pour rebondir un peu sur ce que tu disais, le problème d'accessibilité, et pourquoi aussi on est autour de cette table, c'est parler du fait d'arrêter Magic ou de s'en éloigner, réussir à re-rentrer à l'intérieur. Et encore une fois, je fais un comparatif avec les jeux vidéo, hein, mais maintenant qu'on a de plus en plus de jeux vidéo qui sont free-to-play, donc gratuits à installer, et ensuite tu décides de payer pour avoir uniquement de la customisation et pas un jeu, pas être plus fort que les autres, dans ce secteur-là, on a atteint une maturité maintenant qui est stable et qui est prouvé, vu que de plus en plus d'éditeurs proposent des jeux qui sont free-to-play. Et donc, on pourrait essayer de calquer Magic là-dessus et de se dire, comme tu disais tout à l'heure, n'importe qui aura les mêmes cartes en payant X montant par mois ou pour te faire un deck, et ensuite, seulement les gens qui vont vouloir pimper leur deck avec de la custo vont mettre vraiment la thune dedans. Netflix de MTGR. Moi, je te dis, c'est clairement un idéal. Hein. Pour moi... Mais on sait que maintenant c'est un modèle qui peut marcher, tu vois. C'est un modèle qui peut marcher. Alors moi je vais vous donner des petites news d'outre-Kiévrin, comme on dit. En Belgique, en fait, Arena a failli ne pas être autorisé. À cause des lootbox. Parce qu'en fait, il y a une loi anti-lootbox, et d'ailleurs, on peut pas jouer à Yu-Gi-Oh en Belgique, et on peut pas jouer à Lost Ark, parce qu'il y a des microtransactions. Et du coup, Arena est vraiment passé par la petite porte, visiblement, parce que le jeu est sorti genre quelques mois avant la loi.
Mais donc il y a même des pays en fait qui comprennent que ce modèle économique il est problématique. Alors maintenant c'est marrant parce que depuis que Yu-Gi-Oh est sorti et Lost Ark sur internet, les Belges sont là, quel pays de merde, on peut même pas. Mais en fait elle est trop bien cette loi. Ça protège les gens, bien sûr. Et en fait elle devrait être au niveau mondial. C'est la loot box. Mais du coup, moi ma question, et je digresse complètement, mais c'est qu'est-ce qui change, c'est quoi la différence entre une loot box et un booster physique en fait. Enfin, c'est la même chose, donc tu vois. Mais du coup, est-ce que tu enlèves pas aussi un peu le plaisir d'ouvrir une carte, de l'avoir pour toi? Ça, c'est autre chose. Mais le problème, je pense, c'est pas le plaisir d'ouvrir un booster, c'est qu'en fait, le modèle même de Magic et du revenu de Hasbro dépend de ce plaisir-là et de la dopamine que tu as. Oui, ça c'est vrai. Alors, je vais... historiquement, le booster, en tout cas ce qu'on appelle aujourd'hui le draft booster, son existence, elle vient de ce format-là, en fait. Ouais. C'est-à-dire, en fait, le booster était... comment dire, le pilier d'un format. Et si aujourd'hui, s'il existait comme ça, c'est parce que en fait, tu buildais des decks instantanément sur ce que tu ouvrais et tu les jouais directement. Mais ta question, elle est pertinente. Quand tu commences à prendre des collector boosters, des set boosters, tu fais, est-ce qu'ils rentrent pas finalement dans le cadre de cette loi-là, parce que du coup, la jurisprudence qu'était le draft aujourd'hui, elle est un peu caduque, quoi. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ouvrir des boosters. Alors qu'on sait j'adore tous, ça. je pense qu'on sait tous maintenant que le plus efficace, c'est d'acheter tes cartes à l'unité, quoi qu'il arrive. À fond. Je sais pas si vous pratiquez un peu. Moi, j'ai tendance à beaucoup jouer sur Cocatrice. C'est un soft qui est complètement gratuit et mis à jour avec toutes les cartes. Tu peux tout jouer. Et en fait, c'est un outil dont je me suis beaucoup servi pour playtest, pour savoir si j'aimais bien des mécaniques, si cette carte-là elle allait bien rentrer dans mon deck. C'est vraiment un outil que j'aime beaucoup en termes de créativité, et surtout ça me force. Du coup, je sais vraiment ce que je veux acheter, quoi. Je vais acheter telle carte parce que je l'ai testée dans 2-3 games et je sais que je veux me la procurer parce qu'elle rentre dedans. Et pour moi, ce soft et d'autres qui existent, il est salvadeur. Après, je sais qu'il fait il fait de l'ombre à Wizard et c'est pas super pour eux, mais oui, on précise qu'il est illégal quand même. Ouais, il est illégal. Bon, je ne suis pas allé statuer sur vraiment pourquoi c'est encore là, pourquoi Wizard. La vérité, je pense, je te coupe juste 3 secondes, c'est qu'à mon avis, il y a même pas 1% de la base de joueurs de Magic qui l'utilisent. Ouais. Mais pourtant, c'est un putain d'outil créatif, et j'aimerais bien que Wizard s'en inspire et pour essayer de tendre vers un truc comme ça et qui continue à se faire de l'argent sur du cosmétique, sur des secrets l'air, sur des choses comme ça. Ouais. Et ce qui est intéressant, pour rebondir sur ce que tu disais, le Netflix de Arena, c'est que sur Magic Online, qui est un autre soft officiel pour le coup, avec un business model encore bien vieilli, c'est qu'il y a des third parties, donc des entreprises qui proposent de louer des decks. Et donc tu vas payer peut-être 10-15 balles, tu vas louer ton deck, pouvoir le tester, et si derrière il te convient, là tu vas pouvoir l'acheter. Ça peut être un autre modèle aussi. Ouais, mais là, alors, ça nous emmène sur la pente dangereuse des NFT, et c'est ce qui risque de nous arriver sur Arena, par exemple. Ah non, pour moi, ça n'a rien à voir. Tu peux, je sais pas, sur Arena, tu pourrais dire, ok, là, je vais mettre 10 balles dans un abonnement, et pendant 2 semaines, je vais pouvoir jouer tel deck qui m'a été préconstruit ou pas. Mais pour moi, ça n'a pas de rapport avec les NFT. Ok, on est d'accord. Mais non, c'est parce que le rapport que je voyais, c'est que sur MTGO, tu as un système où les cartes appartiennent. Tu vois, alors elles t'appartiennent, sortes de jetons, et donc mais tu peux les prêter, tu peux les échanger. Ouais, elles sont pas uniques, mais du coup il faudrait que les cartes puissent t'appartenir. Enfin, donc juste autre chose, parce qu'on avait eu de la discussion aussi sur les proxys. Moi, le risque aussi que je vois avec ça, c'est un peu ce qu'on appelle, je sais pas, oui, voilà, la Spotifisation ou la Netflixation de la culture. C'est-à-dire que avant, quand j'avais un CD ou une cassette, je la ponçais, quoi. Et j'écoutais toutes les chansons de l'album. Depuis que j'ai Spotify, en fait, il y a vraiment plus le même plaisir sur la musique, et du coup les gens retournent et ils achètent des vinyles, tu vois, parce qu'on comprend bien que c'est un objet en fait quand tu t'intéresses à la musique. Et en fait, moi c'est aussi un peu ça que j'aime bien aussi dans la barrière de prix parfois de Magic. Je ne vais pas dire que je la défends ou que j'aime bien, c'est qu'il y a ce côté quête. Tu vois, le fait de monter ton deck, il y a un effort, et du coup il y a de la dopamine qui vient en récompense de ton effort. Si tu as tout le temps, voilà, mais alors ça veut dire que c'est plus un jeu à collectionner, c'est juste un jeu. C'est vrai. Et c'est ça, en fait, c'est le problème, tu as dit qu'on pouvait philosopher. C'est le bateau de Thésée, là, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. Tézéret.
Non, le bateau de Tézéret. Non, mais c'est un principe philosophique qui est hyper intéressant, c'est-à-dire il y a un bateau et en fait petit à petit on en change vraiment toutes les pièces, mais petit à petit. Est-ce qu'à la fin du compte c'est toujours le même bateau, tu vois? Et en fait ce qui est en train de se passer avec Magic, toutes les modifications qu'on a, notamment avec l'appel des nouveaux joueurs et tout, moi il y a un peu ce phénomène-là qui est en train de se passer, c'est que à quel moment on peut intervertir et changer constamment les pièces qui font la réussite d'un jeu et espérer que le jeu ait toujours la même réussite. Et donc, je pense que si le jeu fonctionne, c'est justement parce qu'il a ces contraintes-là et que ces contraintes-là fournissent de la dopamine, en fait, au final. Et du coup, c'est un danger de les enlever, en fait. Je suis d'accord, mais je veux pas nécessairement les enlever et arriver sur un modèle Netflix, hein, mais juste le plafonner. Le plafonner à fond, parce que sinon, je veux dire, il y a Keyforge, hein, tu vois. Ouais, voilà. L'idée, c'est pas de... Effectivement, je veux garder quand même cet aspect de collection, de cartes à collectionner, parce que comme tu dis, ça fait partie du jeu, t'es content d'avoir un bel objet, t'es content d'avoir ouvert effectivement ton truc foil à ton AP, que tu vas jouer dans ton deck, ok c'est nul, mais t'aimes tellement la carte que t'as envie de la rentrer. Mais en fait, pourquoi moi ça me fait chier que ça devienne que ça puisse devenir un jeu qui soit élitiste, ou même un jeu de... Ouais, je vais employer des grands mots, j'en ai rien à foutre. Un jeu de caste. Un jeu de caste sociale où au final, quand t'es un jeune étudiant qui vient de t'acheter ton deck, tu l'as fait avec les cartes que t'as améliorées, et en fait tu peux pas jouer sur une base à peu près similaire de l'autre parce que il y a un plafond, et que quand bien même tu dis je vais m'investir, en fait, l'investissement, il est tellement énorme pour ton budget, mais ouais, non, de fou. Que c'est pas possible, en fait. Mais c'est pas pour rien qu'en France, il y a un gros boom du DC pour le moment. Enfin, c'est pour ces raisons exactes, en fait. Que acheter 4 cartes, c'est... Enfin, quand Ragavan coûte 90 euros... 90 c'est normal que tu aies envie d'en acheter qu'un seul, en fait, si tu t'en offres un. Ouais, et puis ça sert à rien, du coup. Ouais. Va voir ta mère, et va lui dire, ouais, maman, il me faudrait un carré de Ragavan, il me faudrait 320 euros, please. Ce blocage financier, moi, je le ressens fort sur le Moderne, parce que j'ai eu l'occasion d'être invité à un tournoi de Moderne, j'en avais jamais fait, et j'ai adoré le format. J'ai trouvé ça incroyable. Genre, chaque game, j'ai affronté un autre deck, à part j'ai vu beaucoup d'amulettes titans, mais voilà. Et là, on m'a prêté les cartes pour le tournoi que j'avais pas, parce que tu vois, genre, moi, il me fallait 4 Emrakul, tu vois, genre, truc, allez, à la limite, en acheter un jour, je le mettrai dans un deck EDH, ce sera marrant, mais en acheter 4, je vois pas à quoi ça sert, enfin, je veux dire, voilà. Et j'ai vraiment un blocage par rapport à ce format, parce que je peux pas, j'ai pas envie de me payer 4 land, 4 fetch Rakdos qui coûtent une couille, quoi, j'ai pas envie. C'est ça. Et en plus, si tu veux rester dans la méta, pour le coup, en moderne, bah, ça se trouve, ton deck, il va être hors méta dans 3 mois. Et du coup, t'es là et t'es dégoûté. Et au final, tu peux plus jouer à un palier compétitif qui te challenge. Et bah, ça fait chier, quoi. C'est dommage. Mais le prix d'entrée, je trouve, de tous les formats... beaucoup trop haut. Est trop haut. Et je pense qu'en fait, le gros problème de Magic, c'est les prix bases de mana. compétitif. C'est les bases de mana. Je pense que les landes coûtent trop cher. C'est aussi simple que ça. Et les autres cartes sont pas nécessaires, mais les landes sont quand même vachement nécessaires pour jouer un jeu. C'est clair que un From the Vault, j'insiste sur le From the Vault et pas Secret Lair, parce que putain, moi je veux les avoir accès à ma boutique, quoi. Je suis désolé, mais en plus si on commence à parler de landes, ça va partir, quoi. Me dites pas que ça va pas partir, ça partira. Ça fait les boutiques, ils sortent de 2 ans de confinement, rincez-les un peu, quoi, putain. Et faites un Secret Lair avec les 5 raves alliés, t'en fais un autre avec 5 raves ennemis, tu fous ça à 45 €, c'est-à-dire moins que la somme totale des viandes, ça va partir, tout le monde va marger, tout le monde va être content, et le prix d'entrée des formats va être moins cher. Ils ont fait les Secret Lair avec les raves, mais il n'y en avait pas 5 de chaque. Bah oui, non mais il y en a 3 dans chaque boîte. C'était un scandale. Et en plus, si tu les veux tous, bah t'en as en doublon, tu vois, par exemple. Mais moi je veux bien qu'on parle de... Enfin, je sais qu'on n'est pas du tout un peu dans le truc. C'est pas grave, on dit que c'est le but de l'émission. Et les gens, si vous n'aimez pas, passez votre chemin. Je veux dire, voilà, tant pis, hein, comme dirait Booba. Non, je rigole. Mais j'aimerais qu'on parle peut-être un peu des Secret Lair, justement, parce que est-ce que c'est un produit, toi, que tu achèterais un jour? T'en as déjà acheté? J'en ai déjà acheté parce que je suis un gros pigeon. J'en ai acheté 2. Je sais. J'ai fait un bizarre bruit. J'ai acheté celui des dieux de Terros. Et j'ai acheté récemment celui des Phéryxians. Alors déjà parce que je suis un prédateur addict. Mais aussi parce que je me dis qu'au niveau de la valeur des cartes, je m'y retrouve et tout. Et que
bah, les cartes, il y en a certaines que j'avais vraiment pas, et je me dis, bah, je suis absolument complètement gagnant dans l'opération, du coup. Voilà. Mais en fait, ça me dérange pas que Wizard fasse des secrétaires. Il passe les boutiques, certes, mais ça me dérange pas à partir du moment où il y a un autre produit d'appel pour les boutiques, quoi. Ouais, tout à fait. L'idée, c'est que tout le monde y trouve son compte. Et bah, j'ai l'impression que secrétaire, bah, pas tout le temps. En tout cas, je suis mitigé sur certains produits. En plus, un gros point négatif, et vraiment, ça j'enrage, c'est des produits qui sont censés être premium, et on arrive à avoir en circulation des secret layers où l'impression est dégueulasse, tu vois. Et je dis dégueulasse, c'est des misprints qui sont complètement flous, et j'en ai pas vu deux passer, hein. J'en ai vu quand même pas mal passer. Moi j'ai acheté celui c'est pas normal d'envoyer ça, quoi. J'ai acheté celui de truc là, Stranger Things, ouais. Et je trouve qu'il y a un qui est pas un misprint et que je trouve très malin, c'est sur le monstre. L'arrière en fait est misprint parce qu'il est à l'envers, mais je pense que c'est une ref à Stranger Things. Oui, c'est fait exprès. Et je trouve ça m'a fait marrer, quoi, par contre. Mais moi j'en ai acheté un que je regrette amèrement d'avoir acheté. D'ailleurs j'avais pris foil et non foil. Moi j'ai toujours été complètement happé par Bob Ross, en fait, que j'avais découvert lors du marathon Twitch, au lancement de Twitch Creative, et j'étais waouh, c'est incroyable. Et en fait, j'ai acheté ce Secret Lair machin en mode ouais, je suis un fan de Bob Ross et tout, j'adore, je vais l'acheter. Et au final, j'ai maté un documentaire sur Netflix sur comment Bob Ross s'est fait déposséder de tout ce qu'il avait et tout. Et comment, en fait, dès que tu achètes un truc avec Bob Ross, en fait, tu payes les gens qui l'ont dépossédé. Et je m'en veux profondément d'avoir acheté ce Secret Lair, quoi. Mais vraiment fort, quoi. Je t'avais entendu en parler dans ton podcast Salut, ça va. Ouais. Et là, vraiment, là, ça m'a vraiment. Je voulais en parler parce que ceux qui savent pas. C'est vraiment triste, quoi. Mais tu vois, moi c'est un produit, le Secret Lair, ça va être vraiment au kink, quoi, tu vois. Et genre, tu vois, là par exemple, le Street Fighter, il m'excite profondément, quoi. Je veux l'acheter et tant pis, j'achèterai. Et c'est con, mais voilà. Puis le Secret Lair, je pense qu'il y a deux sujets différents. Il y a le côté, ok, c'est pour les pimpins et c'est très bien, si tu veux pimper ton deck avec des cartes que tu vas payer plus cher. Mais il y a le côté aussi où certains Secret Lair, ce sont des cartes qui n'existent pas encore. Et là, c'est un problème. Là, c'est du pay to win. Ouais, ils veulent. Ouais, bon, après, les cartes sont pas nécessairement très fortes, mais au-delà de ça, effectivement, il y a le côté exclusif qui est un peu embêtant. Je sais, concernant les Secret Lair Stranger Things, il y aura des reskins dans New Capenna avec, de ce que j'ai lu, un taux de drop qui est relativement élevé. Donc, a priori, elles sont vraiment touchables et c'est pas une chance sur beaucoup. A priori, de ce qui est dit, ça va être. Voilà, il y a moyen vraiment d'en ouvrir, donc c'est cool, c'est une bonne chose. D'autant plus que je risque d'être plus adepte des reskins parce que j'aime bien le fluff de Magic et je préfère que ça soit intégré, mais peu importe, c'est que de l'esthétique. Ce qui a fait un peu polémique, c'est The Walking Dead. Où, d'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais sur EDH Rec, il y a un système de vote pour voter les 100 cartes les plus salty du Commander. Et toutes les cartes de The Walking Dead sont dedans. Et absolument pas pour leur mécanique. C'est-à-dire que tu as la gueule de Rick à côté de Staz, quoi, en fait. Est-ce que Augustin est dedans ? Sûrement. Il y a moyen, oui, je pense. On regardera. Mais la prochaine fois qu'on joue, je mettrai Staz dans le deck aussi. Et Winter Horde. Yes. Mais voilà, là, effectivement, ça a fait polémique. Beaucoup de gens ont râlé. Il y a un discours un petit peu sur Internet qui est de oui, mais Wizard, c'est une entreprise, nanana. Et je suis bien content que la communauté ait râlé et que Wizard ait fait une petite reculette vis-à-vis des cartes exclusives, parce que ça montre bien que les communautés, quand elles s'expriment, au final, les gens entendent quand même un peu, même bien si sûr. Financièrement The Walking Dead a été un succès, hein. Ça fait tous les gens qui disaient oui mais ça a marché, mais au final ils ont fait quand même une reculette, et c'est une bonne chose. Ça montre que aussi l'aspect moral et aussi la réputation, hein, ça a de l'importance. Donc, s'il y a un truc que vous trouvez amoral, s'il y a un truc auquel vous croyez, genre... Ouais, mais du coup, moi, ma question, c'est comment vous gérez justement cette dissonance cognitive entre parfois pouvoir être peut-être agacé par des comportements un peu de prédation d'entreprise, hein, parce que voilà... et encore une fois, moi, je tiens juste à dire un truc aussi, c'est que quand moi, je parle de Wizard of the Coast... Je parle pas des individus, tu vois, qui travaillent chez Wizard of the Coast, parce que, enfin, tu parles de Hasbro, quoi. Pour en connaître, tu vois, c'est des gens tu parles de l'entité, ouais. Mais c'est une entité, quoi. Une entité, c'est comme ça. C'est des gens qui n'ont aucun contact avec la réalité, qui prennent des décisions, et voilà, c'est comme ça. Mais comment vous gérez justement ce côté un peu
Tu vois, par exemple, moi, en tant que créateur de contenu, tu vois, par exemple, le modèle économique d'Alchemy, et ben moi, j'ai décidé de pas faire d'Alchemy, en fait. Point. J'en fais pas. Et je m'en fous si ça fait des vues ou si ça en fait pas, c'est pas le problème, je veux pas faire d'Alchemy. Maintenant, voilà, moi, j'aime bien faire de la merde en historique, et malheureusement, les cartes d'Alchemy sont en historique. Donc, moi, j'en joue pas, mais voilà. Mais comment vous gérez, en fait, cette dissonance entre être parfois déçu ou excédé par le comportement comme ça de l'entreprise et justement maintenir la passion et rester dans ce jeu monde en fait qui est magique, tu vois. Ben, pour revenir sur le point de Nox, je pense que maintenant, grâce à notamment Twitter, grâce aux forums, etc., les Reddit, toutes les entreprises sont capables de vraiment jauger très précisément l'impact positif ou négatif d'une décision stratégique. Et du coup, comme tu l'as dit, il y a eu un gros bad buzz par rapport au Secret Lair Walking Dead, qui fait que maintenant, bah, voilà, ils ont réorienté, ouais. Ce qui fait que maintenant, ils ont réorienté la chose pour que ce soit accessible à tout le monde. Et donc, moi, je me rassure en me disant que même s'il y a des conneries qui sont faites, il y aura la communauté derrière pour râler à raison, qui fera que, bah, si ça pèse assez dans la balance, la boîte va devoir recadrer parce qu'elle n'aura pas le choix, en fait, parce qu'elle va perdre sa communauté, parce qu'elle va avoir du shitstorm. Et c'est quand même pas mal que ça compte désormais, ouais. Après, ouais, comment je gère, j'en sais rien. Je sais que je suis relativement paradoxal. Je suis un mec qui kiffe vivre dans les bois, qui fait pousser ses petits légumes bio, et à côté a une passion qui s'appelle Magic, et qui fait énormément de déchets, et qui... Enfin, il y a un gros paradoxe, il y a une dissonance. Voilà. Tu vis avec, quoi. Je vis avec, j'essaye aussi de faire au mieux, tu vois, typiquement, j'ouvre pas de boosters, sauf quand c'est des lots ou des machins, et encore j'essaye de les refourguer. Je stocke pas de cartes pour stocker des cartes, je garde les cartes dont j'ai besoin. J'essaye de trouver mes petites façons de faire. Après, bah oui, c'est paradoxal, mais si tu veux, je t'en donne d'autres des paradoxes, tu vois. Enfin, pourquoi Wizard, il va être le plus inclusif possible, et au final, ils ont un système éditorial qui est putain d'excluant, tu vois. Donc, on en a tous des putains de paradoxes. Ouais. Non, c'est sûr, ouais, non, mais c'était plus moi par rapport, tu vois, à notre. Est-ce que finalement ces décisions-là peuvent altérer votre amour du jeu et votre passion, tu vois? Bien sûr. Ça pèse dans la balance, mais c'est pas. Je balance des balles en argent un petit peu sur Wizard, mais ce jeu, je le kiffe de ouf en fait. Je le kiffe de ouf, et c'est pour ça que. Tu fais un podcast. C'est un peu une relation toxique finalement qu'on a avec Magic. Hein. C'est pour ça que je fais un podcast, mais je suis passionné, et c'est pour ça que ça me tient autant à cœur qu'ils aillent dans des décisions qui soient humaines. Le putain de jeu, il s'appelle Magic l'Assemblée, tu vois, et c'est pas Magic du fric, tu vois. Et ça, du coup, ça me fait mal à chaque fois qu'il y a une décision qui est prise comme ça, parce que du coup, moi, je tombe sur des gens qui me regardent de loin avec mon jeu de riche, quoi. Et j'ai pas envie que les gens aient cette vision-là, parce que Magic, c'est bien plus que ça. C'est quoi la décision la pire? Enfin, sorry, je pose plein de questions. Vas-y, mais c'est intéressant. Trop ce que vous dites. C'est quoi la pire décision, selon vous, que Wizard a eu sur genre les 10 dernières années? Ragavan. Ah, c'est une sale question. De se faire racheter par Hasbro et d'être coté en bourse. Je sais pas, en fait, il n'y a pas une décision, je pense. C'est juste... faut accepter, surtout, je pense que c'est une entreprise et qu'avant tout, elle doit faire du profit. Et donc, je pense qu'il y a plein de solutions. L'idée, c'est à quel point t'en veux. Moi, ce qui me saoule, et c'est pas que chez Wizard, c'est une dynamique d'entreprise qui est vraiment courante en ce moment. C'est-à-dire que les actionnaires, ils veulent une rentabilité immédiate. Ils veulent mettre des thunes 2 ans après, en récupérer et se barrer. Du coup, ils mettent pas leur argent pour pérenniser l'entreprise, tu vois, et faire du bénéfice sur du long terme. Ça les intéresse pas, et ça me dérange profondément. J'aime bien comparer ce système à ce que peut faire un petit peu les Allemands, c'est-à-dire par exemple chez Bosch, où il me semble qu'ils sont pas en bourse, tu vois, typiquement. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie des bénéfices qui sont réinvestis dans l'entreprise, et ça pérennise la qualité aussi. C'est-à-dire que ça se ressent derrière dans la qualité du matériel. Et c'est une philosophie d'entreprise qui fait, on veut pérenniser ça, c'est notre image de fabrique, et c'est ce qui fait qu'il marche. Moi, je crois très fort en ça. Après, bon, c'est mon côté un peu bolchevique, hein, mais je trouve ça dommage, et j'aimerais que ce jeu soit encore plus universel. Mais du coup, je pense que pour répondre à ta question en une phrase, suite à ce que Nox a dit, c'est la pire décision, c'est de favoriser la rentabilité immédiate. Ok.
Ouais, Ouais, moi je suis un peu plus terre à terre du coup. désolé. Mais ouais, favoriser. Ça impacte tout le reste en fait. Ça impacte Ouais, toutes non, les mais décisions elle, éditoriales. Je pense que Ça affecte le gameplay avec le Power Creep par exemple. Hein. je pense que ma réponse elle va un peu dans votre sens, mais c'est plus un Un aspect précis. des symptômes en fait Ouais. du mal que vous pointez du doigt. Moi, pour moi, la pire décision qu'ils ont prise ces dernières années, c'est de ne pas avoir fait un format commun entre l'historique et le Pioneer en fait. Ah oui, c'est Je beaucoup suis plus granulaire. méga déçu de ça, parce que moi qui étais un joueur d'Arena, j'avais besoin justement d'un format qui m'appartenait et qui me permettait de sortir de chez moi en magasin en connaissant. Et ça m'a vachement bloqué dans... Mais t'as le standard. Ouais, mais tu vois, le standard, tu as envie d'un format éternel en fait. Parce que une fois que tu commences à comprendre un peu le jeu, il n'y a rien à faire, il y a un appel vers le format éternel. Ouais. Et le moderne, il est trop cher. Et le Pioneer, il n'y a personne qui joue. Et l'historique, en fait, aussi, au final, c'est devenu une espèce de Frankenstein où ils sortent des cartes pour se faire de la thune. Et maintenant, ils mettent alchimie et tout. Et donc, je trouve que ce format est complètement bâtard et qui sert à rien. Et donc, j'espère qu'ils vont mettre le Pioneer sur Arena. Voilà, il y en a plein de micro-décisions. Mais tu vois, c'est qui des ont été pas micro-décisions bonnes, qui tu vois. vont dans le sens de ton truc, parce que tu sens que la décision n'est pas en fait de pérenniser le jeu, mais de mettre du profit, quoi. Et ça, c'est sûr que c'est dommage. Sorry, je t'ai coupé. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Mais ouais, pour moi, il y a un gros loupé aussi avec Arena sur son système économique. C'est vraiment trop con. Enfin, le système de wildcard, le fait qu'on puisse pas reforger des cartes et tout. Enfin, Théo et Charles du podcast sur Mage, ils leur tirent des balles tout le temps sur ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme le circuit pro aussi enfin, les décisions qui ont été prises. Enfin, je suis désolé, hein, moi j'ai participé à pas mal de PTQ, de PPTQ quand je voulais vraiment grinder les formats modernes notamment. Et aujourd'hui, mais j'ai lâché complet, j'y comprends plus rien, les challenges, les machins, les trucs Arena. C'est pas clair, c'est pas clair. Et heureusement qu'il y a Antoine de Café Magic pour recentrer ça un peu toutes les semaines, parce que moi ça ferait longtemps que j'ai lâché le guidon. Hein. Ouais, non, de fils. Mais en fait, qu'est-ce qui c'est fait plein que de tu lâches petites pas, du décisions. coup Qu'est-ce qui fait que je lâche pas l'info le jeu ouais. Je pense qu'un des trucs qui m'a un petit peu sauvé, c'est les proxys en fait. C'est con, mais bon, j'avais déjà une énorme collection. Hein. J'ai commencé Magic, j'étais en primaire, donc j'avais un beau package déjà, malgré que j'ai arrêté plusieurs années pendant mon adolescence. Mais c'est les proxys. En fait, le fait que me dire que je peux avoir en fait chacune des cartes qui m'intéressent et me dire bon bah c'est pas grave s'il m'en faut une deuxième version et que ça coûte un peu cher, tu vois, à partir de 10€, je rachète pas la carte en fait, je m'en fous, je m'en fais une proxy, je vais chercher un art en plus qui me fait kiffer, un peu fluff et tout, et voilà. Et puis s'il y a un mec qui m'embrouille, bah je dis bah c'est pas grave, je sors la version originale si ça te fait chier, tu vois. Mais ça m'a sauvé économiquement, hein. Ça m'a permis de faire le double choix de investir de l'argent ou faire autre chose. Bah, j'ai choisi de faire les deux. Je pense que ça serait. J'espère que Wizard s'interroge sur ça, sur à quel point ils perdent de l'argent en fait avec les proxys, parce que c'est un petit peu le système débrouille que les joueurs ont essayé de trouver, quoi. Et je trouve ça cool. Ils ont décidé de faire de l'artisanat de leur côté. Et voilà, mais en vrai, moi je me pose souvent la question, je fais, est-ce que demain, si tout le prix des cartes était vachement plus bas, est-ce que je choisirais d'avoir les originaux ? Oui, je choisirais d'avoir les originaux, mais aujourd'hui c'est trop cher et je peux pas me le permettre. Ouais. Donc je fais des proxys, en plus je m'éclate à en faire des super belles. C'est vrai qu'elles sont belles. Et niquer vos mères. Ok. Pour la sortie, t'es pas nécessaire. Merci pour... Non. Mais voilà, enfin... Je suis vraiment fendu. Je suis fendu quand j'entends plein de choses. Et on avait une conversation avec Quentin de Magic C'est Chic où il a balancé la phrase Magic, ce jeu de riche. Magic est un jeu de riche. Et ça me trigger en fait complètement, malgré que je me suis amusé à appeler un épisode comme ça. Hein. Mais ça me fait vraiment mal, tu vois, parce que j'ai pas envie que les gens aient cette image là. Il y a énormément de gens qui sont des étudiants ou des prolétaires hein, qui jouent à Magic, donc factuellement c'est pas vrai, mais ça me fait chier qu'on puisse c'est la perception uniquement qui dit que ça me fait chier qu'on puisse. Il y a un problème dire quelque ça, part. Tu vois. Ce que je veux, c'est répandre la passion de Magic, et en même temps Wizard m'aide pas vraiment, quoi. Exactement. Après ils ont fait, voilà, on a parlé des mauvaises décisions qu'ils ont eues, ils en ont fait plein de bonnes aussi qui sont super cool. Il y a plein de trucs qui m'ont hypé ces dernières années, que ça soit
sur certains axes et certaines mécaniques qu'ils ont choisi de mettre au goût du jour. Le fait qu'ils aient choisi que le Commander soit un appel, le format d'entrée, je trouve ça super cool qu'on puisse démarrer Magic sur un pet deck et le garder potentiellement toute sa vie. Mais ça fait dans l'exécution et dans l'aboutissement de ce truc-là, bah ça va pas assez loin. Oui, et puis surtout que c'est pas une décision initiée par la créativité ou par la bienveillance de leur côté. C'est une décision purement stratégique et basée sur le fait que, en fait, ils se rendent compte qu'il y a de plus en plus de gens qui font du kitchen table. Et maintenant, le kitchen table, c'est plus du standard, du moderne, c'est du commander. Donc, ils se disent, oui, l'acquisition, elle viendra par le commander. Ce qui est complètement paradoxal, je trouve, parce que le commander, c'est les plus de 25 000 cartes qui existent dans Magic, des centaines de mécaniques. Et en fait, c'est pareil, si tu t'arrêtes de jouer pendant... je sais pas, 6 mois ou 1 an, ce qui est hyper commun, tu reviens, il y a eu 12 extensions, il y a eu 12 mécaniques nouvelles, tu comprends plus rien, quoi. Mais moi, attends, j'ai juste un truc, mais moi, j'ai essayé là d'apprendre à ma femme à jouer à Magic, donc j'ai sorti 2 préco Commander. Impossible. Je comprends rien, il y a trop, je suis désolé, et pourtant elle est vive, hein, mais... C'est compliqué, et, pendant longtemps, le professeur de Tolarian Community College répétait la phrase suivante, qui est d'ailleurs beaucoup répétée aussi par Bambichon, qui est lire la carte, explique la carte. Non. Aujourd'hui, lire la carte explique plus la carte. Je suis désolé. Quand on a des sagas machin, casse-retour, qui font 12 millions de trucs, les écarts encore, c'est à peu près expliqué dessus. Mais entre les mots-clés où les textes de rappel sont de plus en plus absents, les cartes qui font 15 milliards de lignes, aujourd'hui, il y a même du vocabulaire qui est propre aux mécaniques de Magic. Je pense à meuler par exemple, tu vois. Aujourd'hui on prend plus la carte de sa bibliothèque pour la mettre dans le cimetière, on se meule. Et du coup non, ça explique pas. Mais je trouve qu'ils avaient sorti un super produit pour ça justement, et je trouve que c'est vraiment dommage parce que tu le retrouves plus dans les nouveaux Spellslinger et tout. C'était en fait, ils avaient un produit avec 2 decks qui étaient déjà mélangés correctement. Oui, c'est les trucs qu'ils offraient. Tu vois, ça c'était super bien. Il n'y avait pas beaucoup de mots-clés ou des trucs très basiques. C'est des decks assez simples, avec le deck est déjà mélangé, donc tu dettes pas et tout pour ta première partie, parce que ça doit être vraiment pas chouette, quoi. Tu joues à Magic, t'as pas de land, t'es là, c'est un peu chiant comme jeu, sorry, mais... C'était des decks de débutants offerts en boutique, pour commencer. Ouais. J'ai initié énormément de gens avec ces decks, et d'ailleurs, j'ai réussi à en garder un petit demi-carton que j'essaye de conserver, tu vois. Quand j'initie des gens, j'essaye quand même de récupérer les decks de façon à pouvoir les réutiliser plus tard. C'est un super produit. Ouais, c'est ça, tu vois. Et moi, honnêtement, j'ai du mal à concevoir le Commander comme un produit d'entrée. Je pense que c'est un produit d'appel, parce que je pense qu'à partir du moment où... parce que là, on parle un peu comme des marketeurs de merde, mais je pense qu'à partir du moment où t'as un peu touché au jeu, et que t'arrives sur une table à 4, et qu'il commence à y avoir, tu vois, un peu de politique et tout, tu te fais, waouh, c'est super, en fait. Mais je pense que si t'as jamais joué à Magic et qu'on te met sur une table de 4 et qu'il y a un mec et t'as Quentin à côté qui est là, je vais faire 3, mettre 3, et on est au tour 3 et il a un board avec 9 créatures, là tu te fais putain, mais je suis où en fait? Ouais, c'est un peu compliqué. Après, je l'imitais, Quentin. Non, voilà, ils ont remplacé ces produits-là par un produit payant. Alors pas très cher pour le coup, c'est vraiment un vrai produit d'entrée. C'est un petit peu des versus decks. Je sais pas si tu as vu ce produit, ça coûte pas très cher. Je vais dire peut-être une connerie, mais je crois que ça coûte 8€. Il y a 2 decks pré-affrontés. Moi, c'est de ce truc-là que je parle. C'est les pré-affrontés. Ah ouais, ça mais maintenant, existe. dans les nouveaux Spellslinger, ils sont pas pré-affrontés. Ah bon? Non. Genre, je vois très bien un pack genre avec Vito et de l'autre côté, il y a un truc Vito en vert. et l'autre, c'est... oui, donc c'est ceux-là. C'est le gorille, là. Oui, voilà, Kogla. Mais ceux-là, ils sont pas pré-affrontés. Par contre, ceux où il y avait... c'était quoi l'ange, là Serra non, l'ange, que quand t'as des flyers, elle coûte moins, là, Séraphine, je sais plus trop quoi, là. Ok. Et de l'autre côté, t'avais le dragon, là, Dracu7. Ok. Ceux-là, ils étaient prêts à affronter. Ah ouais, je savais pas. Bah écoute, tu viens de m'apprendre. Après, peut-être je dis une connerie, mais moi, je l'avais ok. acheté justement pour apprendre à ma femme, Vito et... Ok. Et en fait, c'était pas pré-mélangé, et puis... D'accord. Même moi, ce dont tu parlais, je pensais que tu parlais des petits decks qu'ils offraient, en fait. Et de eux, ils étaient vraiment dans l'ordre d'une première partie. Et c'était gratuit. C'était des petits decks. Mais ça, c'est et trop dedans, bien. tu vois, en fait, c'était par couleur. Le délire, c'est que tu faisais une première partie juste monocolore contre monocolore. Et ensuite, tu donnais le deuxième deck à l'autre. Ouais. Et en fait, il prenait des couleurs, il mélangeait, ça lui faisait son premier deck. Ouais. Et dedans, il y avait, dans le rouge, par exemple, il y avait un dragon Shivan.
C'était des rares très basiques et des cartes basiques. Mais je pense que ce qui est intéressant avec ces produits-là, c'est que pour moi, ils sont intimement liés au fait qu'on puisse arrêter Magic ou pas. Parce qu'en fait, moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, tu vois, toutes les passions que j'ai eues, j'ai fait du skateboard quand j'étais plus jeune, j'ai fait du breakdance. J'ai toujours arrêté au moment où, en fait, j'avais plus de potes qui le faisaient avec moi. Ouais. Tu vois, où, en fait, il y avait plus la passion qui unissait tes potes et, en fait, où tu te retrouves à skater tout seul comme un con et te faire, bon, c'est bon, j'arrête le skate, quoi. Ouais. Et je pense que si on n'arrive pas à intéresser des potes autour de nous à Magic et tout. Alors moi c'est marrant parce que là maintenant j'ai un nouveau boulot où je travaille avec des gens un peu plus jeunes que moi, donc quand je dis un peu plus jeunes c'est 10 ans, qui sont plutôt Slurp Slurp, Pokémon Slurp Slurp, Nintendo Slurp Slurp, les mangas. Et en fait là avec Kamigawa j'ai vraiment une porte d'entrée de dingue quoi, et tu sais je vois que ça les intéresse et il y en a déjà plusieurs qui m'ont dit ouais je suis trop chaud que tu m'apprennes à jouer et tout. Et du coup, tu vois, c'est cool, tu vois, il y a des gens qui disaient ouais, manga, machin, merde. Moi, je suis pas un gros fan de manga, mais le fait que des univers comme ça puissent ramener des gens, moi, je trouve ça trop bien, en fait. Genre, tu vois, les crossovers 40K qu'il va y avoir, Seigneur des Anneaux, honnêtement, moi, mais come at me, quoi. Franchement, faites même un Secret Lair de Voice, je m'en bats les couilles si ça ramène des gens, tu vois. Autour d'une table, qu'on peut se marrer et que je peux vous empêcher de jouer avec un Dextax, moi je suis heureux. Ok. Mais ces crossovers, ça va aussi ramener effectivement beaucoup de monde. Je vois beaucoup de gens depuis D&D qui sont arrivés, qui, tu vois, comparé à ce que tu disais avec ta femme qui a un peu galéré à apprendre, bah eux ils ont appris très très vite à jouer. Non mais elle a toujours pas appris. mais ouais. Je trouve qu'il y a des gens qui sont venus depuis D&D et quelques crossovers qui ont appris à jouer aussi hyper vite, donc j'ai du mal à me situer vraiment sur à quel point les mécaniques du jeu elles peuvent être austères pour des néophytes. C'est horrible. Je pense que c'est horrible. Et la Kamigawa, franchement. Ah ouais, c'est l'enfer aussi. Hein. Le ninjutsu, le crew, le machin. Les sagas qui se retournent. Waouh. Ouais. Ah, c'est tellement complexe. Même moi qui, tu vois, maintenant justement joue que en commandeur, ne suis pas trop le rythme des extensions et tout, c'est dur. Ouais. C'est dur de re-rentrer dedans. Même aux AP, juste. Hein. D'ailleurs, en général, qu'est-ce qui t'a fait plus ou moins lâcher Magic, Tony, ces derniers temps ? Comme on en parlait, t'as la notion, je pense, de temps. Parce qu'on vieillit aussi, tu peux développer d'autres hobbies que t'avais peut-être moins quand t'étais en 6e, au collège, des choses comme ça. Donc t'as différents hobbies. Moi, ce qui m'a surtout fait ralentir, c'est peut-être le groupe de jeux qui se réduit parce que les gens vivant à Paris et donc la plupart des gens que j'ai rencontrés sont là pour le taf, au bout d'un moment ils s'en vont, ils changent de ville. Moi j'avais pas spécialement le réflexe d'aller en boutique pour jouer parce que j'avais vraiment envie de jouer avec de la bière premièrement et des gens que je connais vraiment, que je considère comme des potes, des amis et tout. Et ouais, juste le manque de temps et puis les gens le groupe de jeux qui réduit. Ben moi c'est pareil, moi c'est un peu désintérêt sur les derniers sets standards vu que ma consommation de Magic passait principalement par Arena et du coup la même chose que Tony dans le sens où moi c'est pas un groupe de jeux qui se réduit, c'est un groupe de jeux que je n'ai pas créé en fait. Ouais. C'est-à-dire que quand je joue en papier c'est quand je suis avec vous en fait. Et pour ça je dois venir à Paris ou alors j'ai un modo qui fait un peu de commandeur, j'ai déjà fait 2-3 fois des petites après-midi avec eux ou soit je les avais invités à manger et puis on fait un barbecue et puis on joue à Magic et puis c'est cool mais oui moi j'ai moins et puis l'air de rien tu vois genre une AP dans une vie d'un mec comme moi qui a 37 piges, un boulot, 2 enfants et tu sais qui rénove sa maison et tout, une AP c'est tu pars à 10h du mat et tu reviens à 21h quoi en fait. Enfin, c'est hyper long. Et du coup, les dernières fois où j'ai fait des AP, la dernière ronde, tu vois, je la drop, ouais. Alors, du coup, je vois le head judge qui est pas content, enfin, le judge de l'AP, il me dit, ouais, c'est pas très cool pour les autres. Je dis, ouais, je suis désolé, moi, ma femme m'appelle, j'y vais, quoi. Enfin, tu vois, elle a besoin d'aide avec les enfants, c'est plus important que jouer des cartes. Et puis, en plus, mon deck, c'est de la merde, donc voilà, je me fais chier, quoi. Mais ouais, donc c'est plutôt ça. Et là, j'avoue que Kamigawa m'a remis en selle parce que j'aime beaucoup le set. Enfin, j'aime beaucoup Mirror Box en fait. Je m'en fous du set, mais Mirror Box c'est vraiment. Tu vois, j'ai l'impression que quelqu'un chez Blizzard. Il a pensé à toi. Wizard. Tu vois, Blizzard of the Coast. Il s'est dit putain,
on va faire cette carte pour Bandit, quoi. Il va junker. Il va tenir 5 mois de merde avec cette carte. Il va, tu sais, tous les permanents légendaires de merde, il va essayer de les doubler, de les tripler, de faire des trucs comme ça. Excellent. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu cette carte, je m'étais dit, waouh, tout de suite, Forsaken Monument, quoi. Genre, si j'ai 2 Forsaken Monument, quand je tape un mana, ça en fait 4. Enfin, tu vois, je suis parti tout sans couille, mais je fais vraiment 50 nuances de Mirror Box, là, pour le moment. Mais donc, ouais, c'est beaucoup le set standard du moment, en fait, qui me tient en haleine. Et alors aussi, comme tu disais, les autres passions que tu peux développer sur le côté. Moi, je sais qu'il y a 3-4 mois, j'ai commencé à jouer à Battleground, Hearthstone Battleground, et c'est devenu un peu mon jeu hors stream. C'est-à-dire que, tu sais, si je vais chier, je lance une partie de Battleground, quoi. Bon, du coup, ça dure longtemps. Mais du coup, là, maintenant, ça s'est un peu calmé, parce que j'ai repris vraiment goût à Magic, mais je trouve que quand t'as un autre jeu comme ça, tu vois, comme Magic, c'est un jeu qui prend beaucoup de ressources, quand tu commences à apprécier un autre jeu, qui lui aussi prend beaucoup de ressources, ben voilà, c'est des vases communicants, tu vois, il y a un moment, le temps, il n'est pas infini, et il faut choisir ce que tu fais. Et du coup, ça a un peu joué aussi, je crois, là-dedans. Et donc voilà. C'est d'autant plus vrai, je pense, pour Magic Arena, qui pour moi est en concurrence avec les jeux vidéo, alors que Magic, le jeu papier, il est en concurrence avec le Gathering. Ouais, c'est ça, avec ta vie sociale, en fait. Ouais. C'est ça, vraiment. Et c'est ça aussi que ma femme, j'essaie de lui expliquer, c'est si je pars en AP, je pars pas genre faire du Magic, en fait. Je pars comme si j'allais boire un verre avec des potes ou quoi. C'est un bon moment que je vais passer, qui va me faire du bien, je vais rentrer, je vais être de bonne humeur, même si je me suis fait ouvrir, tu vois, c'est... Et je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est vraiment la différence, c'est qu'Arena, pour moi, c'est un jeu, c'était un outil de création de contenu aussi, sur lequel je prends énormément de plaisir, sinon je le ferais pas. Mais faire une partie de Commander, ou faire un draft ou un sealed, c'est pas du tout pareil pour moi. C'est vraiment 2 mondes complètement opposés. Mais par contre, c'est chouette que il y ait quand même un rappel des mondes que tu connais avec la carte que tu ouvres et que tu as aussi dans Arena et tu vois. Et donc, ouais, moi, c'est ça qui m'a éloigné un peu pour le moment. Mais là, je reviens. D'accord. Yes. Bon, on a parlé principalement des points qui nous emmerdent un peu avec Magic. Ouais, on est un peu les vieux des Muppets. Ouais, carrément. On a évoqué aussi un peu moins, du coup, mais les aspects qui faisaient qu'on avait beaucoup accroché au jeu. Moi, je me demande, c'est quoi au final la façon peut-être la plus saine de consommer Magic, en tout cas peut-être la moins invasive, celle qui nous accapare pas peut-être notre fric, notre temps, un truc un peu middle en fait. Je pense que c'est très dur, pardon Bandit, je te coupe. Non, je fais comme ça. un road bière peut-être. Je pense que c'est hyper dur parce que c'est difficile de dire ce qui est sain ou pas, parce que ce serait peut-être un peu tomber dans le jugement de valeur, parce que chacun attribue le temps et l'argent qu'il veut à ses hobbies, ses passions et ses plaisirs. Mais moi en tout cas, si je peux répondre personnellement, ma consommation saine de Magic, c'est devenu juste prendre du plaisir avec des potes. Et c'est tout. Voilà. Okay. Ouais, je vais te rejoindre aussi. Pour moi, la consommation saine de Magic, c'est de ne pas oublier que c'est un jeu. Et je pense que le gros problème qu'il peut y avoir avec un jeu, c'est quand on le prend trop au sérieux. Alors on le prend beaucoup au sérieux, alors pour Magic, ça n'a pas l'air d'être ridicule comme ça, parce que ouais, tu vois, les mécaniques sont profondes ou quoi. Mais je sais pas, imagine de te prendre vraiment au sérieux sur du Bill Bokeh, tu vois, il y a un moment, tu vois, si tu te regardes faire, tu te sens con, tu vois, et ben je trouve que quand on se prend trop à sérieux sur Magic, parce que pour moi c'est un jeu, tu vois, donc c'est pas un outil de compétition, c'est pas un outil pour gagner de l'argent, c'est un jeu, et je trouve que le gros problème c'est quand on se prend au sérieux. Pour moi c'est ça vraiment le gros problème. Mais on est en train d'enregistrer. Salut. C'est pour ça que je t'ai fait ça. Ouais, on te dit, je suis le mec, il n'y a rien à foutre. Allez, oust, dégage. Vous voyez ça, on va le laisser. Ouais, je vais le garder. Et c'est ça le gathering aussi, voilà. Bravo Liland. Guillaume Gauthier qui rentre comme vraiment un terroriste et qui nique notre enregistrement. Non, mais t'imagines, il rentrait, il aurait dit un truc et hyper gras, tu vois. Ouais, et vous ne le voyez pas en plus. Avec les gars. En plus, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il est nu. Hein. Donc c'est très violent. Ok. Je sais plus ce qu'on disait. Magic est un jeu avant tout. Ouais, voilà. Et pour moi, je pense que si moi j'avais pas eu cette envie de créer du contenu ou quoi et de m'exprimer à travers Magic, ma consommation saine ce serait de faire les AP et puis basta. Et de faire un peu de Commander avec les potes. Ouais, c'est exactement ce que je fais. Ah non, ouais.
Ouais, c'est rigolo parce que du coup, moi j'ai complètement arrêté la compétition alors que c'était un aspect qui prenait beaucoup de temps quand même et c'était un des principaux aspects sur lesquels j'attaquais Magic. J'ai arrêté déjà pour mes nerfs. Pour mes nerfs parce que je sortais beaucoup vidé de ces événements-là et j'avais du mal à trouver un groupe de jeux avec qui y aller et tryhard ensemble. Du coup, ça m'a beaucoup pris au niveau cérébral, tout simplement. Et du coup, maintenant que je suis très recentré autour du Commander, je souffle un peu. Clairement, je souffle un peu et alors, du coup, je fais un peu de création de contenu parce que sinon, je me ferais chier. Mais globalement, le fait de jouer et essayer de taper un petit peu plus dans les mécaniques du jeu que pour aller chercher la victoire, genre, ça m'a soulagé de ouf. En fait, je me suis réconcilié avec l'enfant qui essaie de builder des decks et qui aimait jouer des mécaniques, tu vois, plutôt que qui cherchait la victoire. Moi, typiquement, jouer Tribal Loup-Garou, c'était vraiment un rêve de gosse, tu vois. Et là, je peux le faire. Oui, mon deck, il est pas très fort. J'arrive quand même à tricher un peu sur les mécaniques et c'est ça qui me fait plaisir, en fait. Et en fait, pour reboucler, je pense, sur l'essence même du pince-crâne, c'est que le commandeur multijoueur te permet de faire ça parce que t'es pas dans la puissance pure et dure de ton deck, t'es pas en 1 contre 1 où tu sais que chaque tour tu vas devoir faire un truc qui va te permettre de gagner ou pas, et c'est que là en fait tu peux t'exprimer, tu peux faire ce que tu veux, tu peux ne pas te prendre la tête et quand même jouer, quand même potentiellement gagner parce que t'as tes potes qui ont fait des conneries où t'as réussi à les mindfuck un petit peu pour qu'ils te laissent tranquille et tu kiffes. Je pense que la force du Commander c'est ça, c'est de pouvoir faire passer le jeu avant la victoire. Exactement. Quand tu viens de me donner une idée que je veux trop faire. Je veux faire un deck tribal. Ça existe. Tu vois, avec la carte qui bénéficie de tous les lords là. Morofond. C'est ça, c'est le chien là, c'est ça? Ah, tu parles du changelin, non? Non, il y a un chien comme ça. Enfin, je bug, je me renseignerai. Ça existe, tribal. Tribal King, mec. Il y a des decks qui sont joués notamment avec du coup Morofond qui est une carte de Modern Horizon 1. Et en fait, le délire, c'est que tu prends un lord de chaque tribu et en fait, t'arrives à goupiller le deck comme ça parce que tu joues énormément de changelins. Ouais. Autant jouer Slivoid en fait, au final. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Mais sinon, Morofond, très bon titre de film de boule. Ok. Sur ce, on est arrivé un petit peu à la fin de cette émission. C'est toujours la tradition sur le pince-crâne. Est-ce que vous avez une œuvre culturelle à partager avec les auditeurs? J'étais pas prêt. Si tu veux, je commence. Allez, vas-y. Pour vous chauffer. L'œuvre que je vais partager, elle est un peu pour toi, Bandit. Dans ton podcast Salut, ça va, il y avait un petit peu une histoire comme quoi t'aimais pas trop le manga et que jusque-là, il y avait aucun manga qui t'avait vraiment accroché. Alors, je tiens juste, avant de t'enchaîner, à dire que je fais exprès aussi un peu, parce que je suis pas aussi catégorique que ça, mais comme Adibou, c'est vraiment un weeb, je fais exprès de le titiller un peu, mais il y a des mangas qui m'ont marqué. Ah, d'accord. Vraiment, genre Hajime no Ippo m'a marqué de fou. J'ai acheté tous les Bleach quand j'étais plus jeune. Enfin, tu vois, genre, je suis pas non plus complètement imperméable à ça, mais c'est juste que, et ça, c'est quelque chose de très culturel, et je l'avais dit dans le podcast, je trouve que, en tout cas dans ce qui est shonen et tout, je trouve que le degré de profondeur des émotions des personnages est super basique. C'est-à-dire c'est super naïf et moi qui ai plutôt lu beaucoup de comics et tout, un peu plus dark, et je parle pas de Batman, Superman seulement, même si dans Batman il y a des trucs super dark ou quoi, mais plutôt des Dark Horse et des trucs comme ça, tu vois, des trucs ou alors le super comics que Quentin m'avait offert, c'est une profondeur que je retrouve plus, quoi. Mais voilà, je voulais juste dire ça parce que ne me prenez pas pour je vais te proposer un manga justement qui pour le coup manque pas de profondeur, c'est Full Metal Alchemist. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. Oui, j'ai regardé, enfin j'ai un peu ouais, non, sans plus, t'avais pas accroché? Un classique, ouais. Il faut que je remette, mais ça m'a pas marqué. Écoute, il y a si le manga papier comme ça te dérange un peu, sinon il y a vraiment la série qui s'appelle du coup Full Metal Alchemist Brotherhood, donc qui est vraiment l'histoire du manga, qui est certainement trouvable sur Netflix ou quelque chose comme ça. Moi, je trouve que c'est vraiment une œuvre qui manque pas de profondeur. Certes, les personnages sont des enfants, mais il y a un gros questionnement sur les conséquences de nos choix, sur notre place dans ce monde et sur qu'est-ce qu'on est prêt à céder pour avoir ce qu'on veut dans la vie. Et je pense que ça l'œuvre dans sa globalité et sur les questions qu'elle pose,
je pense que ça pourrait énormément te plaire. Et puis il y a ce côté un peu dark en fait. Ouais. J'ai du mal à voir des personnages vraiment manichéens dans cette œuvre. Ouais. Et je pense que c'est d'ailleurs une belle porte d'entrée pour en fait un adulte qui voudrait se mettre dans le manga. Ok, cool. Bah, j'y rejetterai un œil parce que je me souviens que les animes passaient en série animée, genre sur des chaînes genre manga et tout, et que c'était sans plus. Mais je ferai gaffe parce que ce que tu viens de dire, ça me touche beaucoup parce que le côté qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour ça me ramène beaucoup à ma création de contenu en fait, où j'ai eu ce cas en fait. C'est même le pitch en fait du manga. Je crois que c'est dans un des génériques où c'est dit en voix off par un des personnages principaux. C'est la loi de l'échange équivalent. Pour avoir quelque chose, on est obligé de donner quelque chose de même valeur en échange. Et pour apprendre cette leçon, les personnages ont dû donner quelque chose. Cool. Non, franchement cool. non, vraiment cool. Sorry, je suis un peu fatigué. On vient d'enchaîner une énorme game de Commander et un podcast de... Qui était bien chiante. Non, elle était trop bien cette game. Vous pouvez pas apprécier le... Alors, est-ce que vous avez une petite œuvre culturelle, une série, un manga, un jeu de société Bah du coup, vu qu'on parlait un peu des weebs, du Japon, tout ça, je pense que je vais rester sur ta voie, Nox. Et moi, du coup, je peux recommander déjà l'Attaque des Titans parce qu'en tant que personne qui consomme très peu de mangas et d'animés, c'est vraiment le truc qui m'a permis de me remettre dedans et qui questionne aussi ton humanité. Donc ça, c'est un manga, manga et animé auquel je repense beaucoup après l'avoir terminé. Et sur la même longueur d'onde, Nier Automata en jeu vidéo, qui, pareil, en fait, est tout le questionnement de qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait qu'on est humain, qu'est-ce qui fait notre humanité, est-ce que c'est notre enveloppe corporelle, est-ce que c'est nos sentiments, est-ce que... Enfin bref, je laisse la porte entrouverte comme ça. Voilà. Ouais, gros coup de cœur aussi sur Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, qui est d'ailleurs une puissance de relecture qui est assez incroyable. Ouais, c'est-à-dire qu'à chaque grand arc, en fait, tu peux te recogner toute l'œuvre depuis le début, et voilà, c'est assez énorme, et hop, t'as fait en fait le deuxième arc, et en fait tu peux te refaire un tour de circuit encore une fois, et en fait c'est vraiment très étagé sur les degrés de lecture, et c'est en fait tu redécouvres l'œuvre tous les 30 chapitres, je sais plus combien il y a de chapitres, mais tous les X chapitres, en fait l'œuvre que t'as lue était pas celle que tu croyais. C'est ça, et ce qui est bien, c'est que ça commence, ça finit, et ça sait où ça va du début à la fin, et c'est ça qui est hyper plaisant, et on n'est pas dans le manichéisme habituel du manga, peut-être un petit peu naïf et tout, tu vois, donc c'est très adulte, je trouve, là-dessus. Les questions qu'elles ouvrent, elles sont pas tranchées, en fait. Ouais. Enfin bref. Ok, cool. Je t'avoue que j'ai plein de collègues là, au boulot qui me bassinent avec ce truc, et moi je suis là, ok, c'est cool, je m'en fous, en fait, j'ai pas le temps, mais vu que vous moi j'ai pas le temps non plus, clairement. Non, mais c'est toujours le problème, tu vois, en fait c'est pour ça que j'aimais bien faire Salut ça va, je me forçais, tu vois, à lire, à machin, et en fait quand t'es aspiré comme ça par la vie, c'est dur ne profites plus de ça, quoi. Ouais. Du coup, moi j'ai un truc beaucoup moins stylé que vous. Moi je vais vous recommander un jeu vidéo qui coûte 3€. Vampire Survivor. Putain. Yes, top là. Putain. Incroyable. Ma vie, mon sang, j'en ai plus rien à foutre de tout. Je connais pas du tout. Je veux ramasser des petits cristaux bleus, quoi. Trop bien. Alors Vampire Survivor, c'est un petit jeu indé qui a été fait par c'est un jeu solo, enfin qui a été fait solo genre par une seule personne, quoi. Mais tout, quoi, je crois même la musique et tout, c'est assez incroyable. Et donc c'est vraiment un petit jeu indé pixel roguelite où en fait t'as un petit personnage qui va trigger des attaques automatiques. Donc par exemple, tu commences et tu donnes un coup de fouet tous les X. C'est en 2D. Okay. En 2D, vraiment dégueu. Et en fait, plus tu vas tuer des petits ennemis sur cette map, plus tu vas ramasser des petits cristaux bleus, plus tu vas en fait unlocker des armes, et plus en fait tu vas devenir une espèce de machine surpuissante qui mouline des monstres dans tous les sens et qui ramasse des cristaux. Et ce jeu te fait l'effet en fait, et je déconne pas. C'est la dopamine. Je vous promets. Tu vois les trucs qui grattent le crâne là, que tu mets sur ton crâne, et ça fait et ben quand t'arrives comme ça dans un pack de mobs et qu'ils meurent tous et qu'il y a plein de cristaux et que tu prends un level, tu ressens ça. Et je te jure que c'est un truc de fou. J'ai téléchargé le jeu, je l'ai poncé genre jusqu'à 4h du mat, j'ai été dormir, je fermais les yeux et il y avait des petits cristaux bleus, tu vois, qui s'aspiraient au centre. C'est incroyable. Vraiment, 3,99€. 2,50€ je crois. Oui, non, ça a augmenté. D'accord. Mais déjà, honnêtement, il aurait pu le vendre 10. Hein. Ouais, et tu connais le trivia derrière le jeu, c'est que la personne qui l'a développé travaillait dans les jeux de casino avant. Ah, le bâtard. Tout s'explique. Ah ouais, bah oui, parce que c'est un vrai jeu de casino en fait. Ouais.
Ah ouais, mais Parce qu'en putain, fait, j'avais pas, mais oui. C'est Clairement les vieux Ouais. jeux sur les sites de casino là où plus t'as de score, plus tu gagnes 1 euro en plus et tout. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Non, mais c'est incroyable parce qu'en fait, la prouesse, je pense, c'est que c'est millimétré pour que l'expérience elle soit gratifiante tout le temps. Tu te fais jamais chier. Toutes les 3 secondes, tu prends un niveau, t'as des milliards de mobs qui t'arrivent dessus, des milliards de cristaux, Ouais. et c'est incrémental comme ça. Et le seul but du jeu, c'est de survivre 30 minutes. Ouais. Une fois que t'arrives à 30 minutes, tu crèves et voilà, t'as terminé. Et moi, c'est pareil, c'est un pote qui me l'a offert, alors que ça coûte 2,50€. J'ai fait bon, je vais le lancer pour voir. J'ai joué 5 heures d'affilée, je te promets. Énorme. Et je Incroyable. l'ai terminé comme ça. Et Il est voilà. incroyable. ce Donc jeu. ouais, franchement, faites-le sans hésiter, ça vous prendra une bonne soirée ou un bon week-end et vous allez kiffer. Bon, écoutez, les gars, je vous remercie d'avoir passé ce temps-là avec moi. C'était vraiment super chouette. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, c'était trop cool. Ouais, bon, en même temps, Et puis, merci on pour, purse ensemble en ce moment. Donc, Ouais, mais j'ai envie de dire merci surtout aussi à vous deux. Enfin, il y a tous ceux qui ont organisé ce week-end parce que c'est vraiment Ouais. cool. Hein. C'est un chouette moment. Bah ouais, c'était vraiment chouette. Bon, et ben merci aussi aux auditeurs. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de liker et de vous abonner sur les plateformes de votre choix. De même, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou à nous envoyer un petit billet doux en message privé. En attendant, je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de manades. C'était le Pince Crâne. Salut. Ciao, ciao. Est-ce que tu payes les 1 ?